Mais d'abord, face aux sénateurs, donc un préfet de police sur le grill, les extraits majeurs des auditions du jour avec Samia Dechir. Il assume l'entière responsabilité des décisions prises le 28 mai. Ce jour-là, des images de supporters gazés à l'entrée du Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions entre Madrid et Liverpool font le tour du monde. C'est à l'évidence un échec, car des personnes ont été bousculées ou agressées, alors que nous leur devions la sécurité. Un échec qui ne serait pas vraiment le sien ni celui de ses troupes. Didier Lallemand les a même félicités. Ce soir-là, face à un risque d'écrasement d'une foule contre les grilles d'entrée du stade, les forces de l'ordre n'auraient pas eu d'autre choix que d'employer des gaz lacrymogènes. Nous avons donc demandé aux gens de reculer. Et force est de constater qu'il ne s'est rien passé. Alors, nous avons utilisé, vous l'avez cité, messieurs les présidents, et je l'assume également complètement, du gaz lacrymogène, seul moyen, à notre connaissance policière, pour faire reculer une foule, sauf à la charger. J'ai bien conscience qu'en ce faisant, ont été gazées des personnes de bonne foi, il y en a des personnes de bonne foi, et prises dans cette foule, et parfois même des familles. J'en suis totalement désolé au nom de la préfecture de police, et je le redis, il n'y avait malheureusement pas d'autre moyen. Comment une telle foule a-t-elle pu se retrouver massée entre la sortie du RERD et les entrées sud du stade? Ce jour-là, une grève était prévue sur le RERB. Mais la Fédération française de football, auditionnée quelques heures plus tard, assure que le trafic sur la ligne était quasi normal sur cette ligne B. La RATP aurait décidé seule d'encourager les spectateurs à venir par le RERD sans prévenir les organisateurs. D'un point de vue très simple, à partir du moment où on nous dit, où nous aurions eu l'information que le flux du RERD était poussé vers le flux du RERB était poussé vers le flux du RERD, en milieu d'après-midi, nous aurions pu avoir le temps de repenser notre dispositif, à savoir, avec l'accord de la DOPC, faire évoluer les forces mobiles pour couper le flux de la circulation qui arrive du RERD vers le RERB. Il y a un moment où si certaines personnes prennent des décisions sans en référer aux autres parties, ça ne fonctionne pas. La Fédération française de football confirme qu'il y aurait bien eu 30 à 40 000 personnes supplémentaires aux abords du stade, en plus des 75 000 spectateurs munis d'un billet valide. Où sont-ils passés, s'interrogent les sénateurs, introuvables sur les images filmées ce soir-là. Des vidéosurveillances ont bien été enregistrées, mais automatiquement supprimées après 7 jours, comme le prévoit la loi, car la justice ne les a pas réclamées, a-t-on appris cet après-midi au cours de l'audition. On débat autour de ces auditions et des élections législatives à 3 jours du premier tour avec Anne-Charlène Bézina. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public. J'accueille également Denis Oliven. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, patron de presse, essayiste, auteur d'un étrange renoncement, livre publié aux éditions Albin Michel. Bonsoir Albert Zenou. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef politique au Figaro. On est également en duplex avec le sénateur socialiste de Saône-et-Loire, Jérôme Durain. Bonsoir, vous êtes vice-président de la commission des lois et vous avez évidemment participé aux auditions. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia. Un premier tour de table sur ces auditions, Anne-Charlène Bézina. L'image c'est un cliché, est facile, caillou dans la chaussure de la majorité présidentielle quand même à 3 jours du premier tour. Oui, surtout qu'en plus on avait vraiment un président qui avait tout verrouillé. On a composé le gouvernement l'avant-veille de la période de réserve en se disant eh bien au moins les choses éviteront de partir en dérapage contrôlé comme ça dans les semaines qui précéderont le scrutin. Et malheureusement, même quand on fait rien, on est toujours taxé de quelque chose en politique. Et là, ça tombe sur des faits divers. Ça peut être le cas du fait de dimanche dernier avec ces policiers qui sont donc mis en cause. On a là aussi donc cette affaire du Stade de France. Et comme vous le dites, c'est pas très utile avant une campagne une campagne législative parce que précisément, ça pose la question du maintien de l'ordre, des responsabilités de chacun, de savoir aussi l'image de la France, puisqu'on l'a dit, Gérald Darmanin dans son audition a aussi parlé d'une image un petit peu écornée qu'il avait personnellement pris mal. Donc on se pose des questions aussi à l'international et ça fait le beau jeu d'une opposition. Donc évidemment, on est ici dans les choux gras de cette campagne des législatives. Ouais. Denis Oliven, il y a ce chiffre de 30 à 40 000 personnes sans billets valides, évidemment, depuis les premières minutes presque samedi soir, ce samedi 28 mai au soir. C'est l'un des points majeurs de la polémique. Et alors le préfet allemand, il assume tout en soulignant, je le cite, on vient de l'entendre, qu'il n'a jamais prétendu que ce chiffre était parfaitement juste. C'est intéressant sur le fonctionnement quand même de l'appareil d'État. Ça veut dire qu'il a fourni à son ministre une info qui n'était pas vérifiée, quoi.
Il l'a fourni au moment des faits, donc c'est pas totalement incompréhensible qu'il y ait un certain degré d'incertitude. Et ce qu'il a expliqué, c'est qu'il n'y avait pas de différence majeure entre 25 ou 30 000 sur l'impact que ça avait sur les forces de l'ordre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on n'ose pas. Il y a un débat innommé, en fait. C'est-à-dire que on a le choix entre la peste et le choléra, entre la xénophobie à l'égard des supporters anglais ou le racisme à l'égard des habitants de la Seine-Saint-Denis. Personne n'ose vraiment se prononcer pour dire qui étaient ces intrus. Est-ce que c'était vraiment des supporters anglais et les Anglais ont l'air de le nier en disant que non, c'est pas nous. Et vous nous collez une image de hooligan qui est une caricature et nous avons plutôt été empêchés de venir pacifiquement soutenir notre équipe. Et ceux qui disent, bah non, en fait, ce sont les habitants de la Seine-Saint-Denis, les gars du coin, quoi. À ce moment-là, on dit, mais non, c'est une caricature raciste, parce qu'on sait bien que c'est le département de France qui a la plus forte concentration d'immigrés, et donc votre message sous-jacent, c'est ça. Donc vous dites que le débat, il est vicié de toute façon, d'une certaine façon ? On n'arrive pas pour l'instant, on n'a pas identifié ces intrus. Il y a des gens qui ont été arrêtés, mais finalement très peu. On n'a pas arrêté les porteurs de faux billets. Les caméras de surveillance, on les a pas saisies, donc on ne saura probablement jamais qui ont été les fauteurs de troubles. Alors après, il y a la chaîne d'erreurs comme une catastrophe, pas une catastrophe, mais un dysfonctionnement majeur comme ça, c'est toujours un enchaînement de causes, c'est pas une cause. Et là, elles se sont bien accumulées. Mais par ailleurs, on ne sait pas qui a essayé de rentrer dans le stade. Oui. Alors, il y a une audition qui a eu lieu cet après-midi, dont on ne vous a pas encore proposé d'extrait. C'est celle du maire de Liverpool, Steve Rotheram. Il est revenu justement sur cette question du chiffre 30 à 40 000 supporters sans billets valides. Écoutez. Je n'accuse absolument personne, n'est-ce pas ? Mais il est vrai que dans certains cas, eh bien, les supporters de Liverpool qui n'avaient pas de ticket ont été un peu trompés, en fait. Le fait qu'on dise qu'ils essayaient d'entrer, quoi qu'il en coûte, c'est simplement faux. Enfin, 40 000 personnes, où est-ce qu'ils ont disparu ? Où est-ce qu'elles sont disparues, ces 40 000 personnes ? Elles se sont évanouies comme ça, dans le métro, juste après le coup d'envoi ? Moi, ça m'intéresserait de savoir. Alors, quelle est la méthode utilisée pour obtenir ces chiffres aussi concernant les faux billets ? Alors, c'est un calcul qu'on a fait au dos d'un paquet de cigarettes, c'est ça ? Un calcul fait au dos d'un paquet de cigarettes. Albert Zinou, est-ce que je reviens au préfet Lallemand, est-ce que vous êtes surpris que le préfet Lallemand soit toujours en poste ? Moi, je ne suis pas de ceux qui demandent la tête systématiquement, mais... Bon voilà, vu la teneur de son audition, et c'est assez rare, il est en poste depuis un certain temps, de le voir, on va dire, aussi profil bas. Est-ce que ça vous surprend qu'il soit toujours là ? Dans beaucoup de pays, je crois qu'il aurait été démissionné ou il aurait demandé de partir. En tous les cas, je crois qu'il lui reste quelques mois seulement à effectuer. Donc, oui, il avait annoncé lui-même qu'il souhaitait passer à autre chose. Ce qui est très étonnant dans l'audition, c'est qu'il répète à l'envi qu'il y a entre 30 et 40 000 faux ou pas de billets. On ne les a pas vus. Il dit, mais j'ai pas dit que c'était autour du stade. Alors, si c'est dans toute la région parisienne, il y a à peu près 8 millions d'habitants, donc on peut dire qu'il y avait 8 millions de personnes qui étaient autour du stade. Donc je trouve que c'est un peu facile de cette défausse. Et une deuxième défausse, alors Denis Oliven disait qu'on pouvait hésiter entre la xénophobie à la guerre des spectateurs, des supporters anglais et des habitants de la Seine-Saint-Denis. En tous les cas, il y a une défausse de la part de Darmanin tout de suite, c'est de remettre la charge de l'attaque contre les Anglais. Donc, et c'est ce qui est assez incompréhensible. Parce qu'au vu des images, on voit bien que ce sont plutôt les Britanniques qui ont subi les assauts de voyous qui étaient là pour rançonner, pour agresser. Il y a eu une dégradation sexuelle. Et il y a une volonté rapide de l'exécutif et de Darmanin en particulier, de taire cette réalité. Alors souvent, on l'a souvent fait le lien avec ce qui s'était passé à Cologne au 1er janvier il y a quelques années. On ne veut pas toucher à ça. Il y avait la volonté, en tous les cas, il y avait le sentiment qu'on ne voulait pas aller sur ce terrain-là. Et c'est ce qui a rendu la polémique
qui a fait grossir cette polémique. Et on ne touche pas à ça. Donc on accuse les Anglais, on accuse des supporters fictifs qui sans billets qui étaient là. Et puis, on espère que tout ça va se passer. Et Laetitia, un mot sur la communication du ministre de l'Intérieur, justement ? Qui est difficilement défendable, parce que vous avez raison, il a réagi tout de suite. Il était dans le stade ce soir-là. Et donc, il tweete en ciblant les supporters, entre guillemets. Donc, on imagine déjà qu'il y a une idée, quand on met entre guillemets supporters, les supporters anglais, britanniques sans billets ou avec des faux billets. Et ensuite, il a fallu attendre 48 heures, parce que c'est aux 20h sur le plateau du journal télévisé de TF1 que le ministre de l'Intérieur va donner ce chiffre de 30 000 à 40 000 personnes avec, dit-il, des billets falsifiés ou sans billets. Voilà, ce sont les mots de Gérald Darmanin. Et ensuite, cette ligne-là, il va la défendre jusqu'à aujourd'hui, finalement. C'est aujourd'hui que... Et notamment devant les sénateurs la semaine dernière. Oui, bien sûr, dans son audition devant les sénateurs. Et c'est aujourd'hui que le préfet allemand nous dit, non, c'était pas vraiment dans le stade, etc. Ce qui me semble complètement fou dans cette histoire, c'est que Gérald Darmanin, je vous rappelle qu'on est quand même au début du gouvernement Borne, d'accord. S'il commence ce gouvernement avec des mensonges, et c'est le terme qui est revenu quand on regarde par exemple l'écho sur les réseaux sociaux, 1,3 million de messages échangés en Europe sur cette thématique, avec le mot qui ressort le plus souvent, c'est mensonge, qui est associé à Gérald Darmanin. Vous imaginez bien la tâche qu'il y a maintenant sur ce gouvernement. À peine est-il en place, c'est impossible, me semble-t-il, de maintenir ce chiffre s'il est probablement à nuancer. Vous voyez, je crois que c'est une faute de communication politique. Jérôme Durain, vous avez participé à ces auditions, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez, vous ? Est-ce que vous retenez le mot échec employé par le préfet de police, par exemple ? Je retiens le mot amateurisme, et je pense intéressant que vous ayez commencé votre sujet par l'expression du maire de Liverpool, qui n'a pas grand intérêt aux questions électorales de dimanche. Et quand il nous dit cette histoire de faux billets, c'est pour détourner l'attention, où on avait affaire à des policiers qui étaient davantage prêts à des émeutes qu'à un match de foot, ça souligne l'amateurisme du dispositif. Et indépendamment de la séquence électorale, on est là pour contrôler l'action du gouvernement, on passe pour des guignols, il faut dire les choses telles qu'elles sont, aux yeux de l'Europe, et tout ça est incompréhensible. Et plus on avance, finalement, moins c'est clair. Alors, on a maintenant des précisions extrêmes sur le dispositif de préfiltrage entre RERD et RERB. C'est à 19h18 que ça a changé. Mais, entre-temps, quand même, après cette précision chronométrique, on a 35 000 supporters qui ont disparu. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et des images de vidéosurveillance, manque de peau, qui ne sont pas là. Si on voulait accréditer l'idée que l'exécutif cherche à cacher quelque chose, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est fâcheux, parce que sans doute, ça relève davantage de l'incompétence que de la dissimulation. Mais globalement, pour un pays qui a vocation à organiser les Jeux Olympiques en 2024, c'est pas glorieux. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec nos auditions. Ouais, alors je voudrais justement évoquer cette question des images de vidéosurveillance. Il faut expliquer rapidement que ce sont les images de vidéosurveillance autour du Stade de France qui sont automatiquement supprimées au bout d'une semaine. Ça, c'est la procédure. Évidemment, si la justice avait demandé de saisir ces images, Anne-Charlène Bézina, elle les aurait en sa possession. Ça n'a pas été fait. Franchement, je suis pas complotiste, mais je me dis, en entendant ça, je me dis, les complotistes vont s'en donner à cœur joie. On a du mal à comprendre que ça ne soit pas arrivé, qu'on n'ait pas pu saisir ces images. Deux choses l'une, et je crois que monsieur le sénateur le dit bien, c'est qu'on est ou dans un procès en amateurisme ou dans un complotisme, en effet. Et dans tous les cas, c'est un peu grave, en effet, surtout qu'on a affaire ici à des choses qui auraient pu être, comme vous le dites, légalement faciles à contrôler. Alors, il faut rappeler quand même que les images de vidéosurveillance ne sont pas publiques, c'est le Stade de France qui les organise lui-même, donc c'est de la vidéosurveillance privée. Oui. Ce pourquoi il y a du tri automatique. C'est dans la loi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la justice, surtout qu'on nous a vraiment fait l'annonce, je crois, dans le dimanche, qu'une enquête interne était menée, qu'une enquête avait ensuite été diligentée, article 30, procureur, etc. Donc, on est censé être allé vite, justement, sur le terrain judiciaire. Donc, c'est vrai qu'on se demande pourquoi la justice n'a pas elle-même agi sur ce terrain, puisqu'il n'y a qu'elle qui pouvait demander une saisie de ces images privées. Donc, si l'enquête a soi-disant été aussi vite diligentée, on se demande pourquoi les actes élémentaires de la procédure ne sont pas faits. Et peut-être aussi que c'est parce qu'on mélange
mélange le temps politique et le temps judiciaire. C'est-à-dire qu'une enquête, c'est généralement des choses qui se font au long cours, ou en tout cas qui n'a pas à être mélangée avec un temps politique. Et donc, ce contrôle politique a finalement un petit peu pris le pas sur le contrôle judiciaire, qui lui, du coup, eh bien, là aussi, se détend, se dit, voilà, bon, il y a ce contrôle politique qui est fait, donc les deux temps ne se superposent pas bien. Et c'est souvent un problème qu'on a rencontré sous la Ve République. Soit on a un fort contrôle politique, mais du coup, le contrôle judiciaire prend du temps à se mettre en place et on a un nouveau procès en légitimité. Soit au contraire, le contrôle judiciaire est en place et du coup, le contrôle politique semble l'empêcher d'avancer. Donc, il y a une vraie ubiquité sur cette question qui est à la fois importante démocratiquement, mais qui prouve aussi qu'on a des problèmes d'articulation. Surtout, Denis Oliven, que devant les sénateurs la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait évoqué d'autres images de vidéosurveillance, celles des quais du RER, pour, disait-il, vous prouver qu'il y avait effectivement des milliers de supporters qui ont quitté le stade avant la fin du match et qui donc étaient sans billets. Donc lui-même proposait aux sénateurs des éléments de preuve à base de vidéosurveillance. Est-ce que vous pensez quand même que cette histoire peut durablement, je rebondis aussi sur ce que disait Laetitia sur les termes mensonges employés et accolés finalement au patronyme de Gérald Darmanin, est-ce que ça peut durablement le fragiliser au sein de ce gouvernement ou pas? Je crois pas, parce que j'ai plus le sentiment, et ça doit être celui des téléspectateurs, d'une approximation que d'un mensonge. J'ai plutôt l'impression qu'on essaie de trouver dans l'urgence du moment des explications. C'est-à-dire, on a une difficulté, je vais enfoncer une porte ouverte, mais le temps politique est tellement bref maintenant. Il est tellement instantané qu'on ne laisse pas au ministre de l'Intérieur 48 heures ou 3 jours pour faire le point sur une situation de cette nature. Il est obligé de s'exprimer depuis... 40 000. Personne ne l'oblige à donner ce chiffre. Mais non, mais on voit bien qu'on vit dans un temps extrêmement court dans lequel les hommes politiques et les responsables sont sommés à l'instant de donner des explications dont on voit bien comment le ministre de l'Intérieur peut-il savoir à l'instant T, sauf à ce qu'on soit dans un état policier, ce qui s'est passé exactement. Donc normalement, si on était tous raisonnables, on lui donnerait 3-4 jours pour faire le point. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. Il est dans le stade, il doit s'exprimer tout de suite. Donc qu'il y ait des approximations, c'est pas complètement absurde. Ce qui est plus inquiétant, c'est que plusieurs jours après, lors d'une audition devant une commission sénatoriale, on n'en sache pas davantage. Qu'on ne soit pas capable d'administrer des preuves le jour même, je comprends. Mais que quelques semaines après, on n'ait toujours pas vérifié qui était l'identité de ces gens, qu'on n'ait pas les vidéosurveillances, qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas enquêté avec la SNCF ou Eurostar pour savoir combien de types sont partis de Liverpool pour arriver en France. Et ça doit être traçable. Donc c'est ça qui je trouve que ce qui est inopérant, c'est ça. Je me retourne vers Jérôme Durain. Effectivement, sur quoi peut déboucher cette... alors on n'est pas dans une commission d'enquête, je le rappelle, c'est la commission des lois et la commission de la culture et des sports, je simplifie, qui ont convoqué ces auditions. Sur quoi ça peut déboucher ? Ça peut déboucher sur une commission d'enquête, on peut aller plus loin, on n'a pas fini notre travail. Moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que je ne crois pas au complot. Gérald Darmanin, il est très bon, il est très intelligent, il est particulièrement malin. Le voir en difficulté avec toute son administration, c'est pas rassurant du tout. Et ça renvoie un sentiment d'impréparation, c'est ça qui est embêtant. Cette fameuse note de la direction de lutte contre le hooliganisme, que certains ont eu, pas eu, on ne sait pas s'ils l'ont lu, s'ils en ont fait quelque chose. Le préfet qui nous explique qu'il y a on ne peut pas pousser les murs et qu'on passe sous des tunnels. Mais enfin, les tunnels, ils sont là depuis l'origine du Stade de France et le préfiltrage n'en tient pas compte. La mairie de Saint-Denis, qui serait utile d'auditionner aussi, parce qu'elle est un peu concernée, qui nous dit quand même que le dispositif de préfiltrage est un peu innovant, inattendu et mal pensé. Et surtout, les policiers eux-mêmes qui disent que le dispositif utilisé et la doctrine d'emploi des forces de l'ordre, ce qui est un sujet qu'on a déjà connu avec les Gilets jaunes quand même, la doctrine d'emploi en termes de maintien de l'ordre est un sujet profond qu'on n'a jamais résolu. Et là, les policiers eux-mêmes disent qu'il est inadapté, qu'on n'a pas utilisé les bons policiers, les bons fonctionnaires au bon endroit. Donc là aussi, ça a été évacué rapidement par le préfet de police. Mais je pense qu'il va falloir assez rapidement y revenir. Pardon de vous interrompre, il a même réfuté toute remise en cause éventuelle de la doctrine du maintien de l'ordre. Avant que la FFF dise juste ensuite qu'ils avaient des préconisations à faire pour améliorer les choses. Donc là aussi, c'est pas très cohérent. Albert Zeynou, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, le Sénat, là, il joue son rôle de contre-pouvoir. Mais les sénateurs font aussi de la politique. On est à quelques jours du premier tour des élections législatives. Est-ce que ça peut peser, d'après vous ? Alors, une polémique chasse l'autre.
Juste avant le Stade de France, il y a eu Abad et ses supposés viols ou agressions sexuelles. Il a été sauvé par le Stade de France, Damien Abad. Donc le Stade de France a été sauvé aussi, enfin Darmanin a été sauvé par Mélenchon qui accuse la police qui tue. Donc il y a sans doute une persistance rétinienne des polémiques. Ça restera dans le subconscient peut-être des électeurs et des Français. Mais pour l'instant, j'imagine pas qu'il y ait une si grande importance, une conséquence électorale, par exemple, pour le gouvernement et pour la majorité. Il y aura sans doute l'opposition va jouer son rôle et va taper sur l'aspect le manque de fermeté régalienne du gouvernement et de Darmanin. Ça, c'est évident. Est-ce que ça portera ses fruits ? Peut-être, mais c'est pas sûr. Quand même, moi, je pense que ça va rester, parce que quand on regarde toutes les enquêtes qui ont été faites, enquêtes d'opinion, 9 Français sur 10 en ont entendu parler de ces événements. 9 Français sur 10 disent que l'image de la France est entachée. Qu'est-ce qui compte, en fait, dans ces événements survenus ? Reconnaissent que Darmanin a menti. Enfin, pense que Darmanin a menti. Quasi, 7 sur 10 quasiment ne croient pas Gérald Darmanin. Enfin, vous imaginez bien. En fait, le fait majeur, me semble-t-il, c'est la médiatisation de ces événements. 400 millions de téléspectateurs, 400 millions de personnes ont vu ces événements. Et d'ailleurs, les sénateurs gauche-droite, tout le monde aujourd'hui a eu toujours ce chiffre-là à la bouche, parce que c'est énorme. Et même là, l'intermédiation médiatique d'aujourd'hui, oui, d'accord, les politiques sont devant les sénateurs, mais on les regarde à la télévision et chacun il va. Alors vous nous dites, ah bah non, moi quand même, je crois pas, parce que il doit avoir tort. Ah bah oui, mais le maire de Liverpool, voyez-vous. En fait, on est dans un tribunal médiatique totalement surréaliste. Et sur les on n'en sait rien, on verra bien. Une foule de commentaires et de témoignages de supporters anglais, mais espagnols aussi, mais surtout d'anglais, qui racontent leur soirée. Voilà. J'ai souvenir d'un champion de MMA, donc de boxe assez costaud, hein, donc, et qui dit que ce soir-là, face aux voyous qui étaient là pour les dépouiller, il avait jamais eu aussi peur de sa vie. Alors qu'il rentre dans un octogone, et c'est quand même, il y a eu quand même, on oublie ça, hein, il y a eu vraiment beaucoup d'exactions. On peut tout de même tempérer. C'est pas du tout pour relativiser ce qui s'est passé, parce que c'est grave. Et j'espère qu'on en tirera les leçons en vue des Jeux Olympiques, mais à la fin des fins, des milliers de gens ont essayé de s'introduire de force dans le Stade de France. Et finalement, il n'y a pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu de mort, et le match a eu lieu. Donc oui, il y a eu des grenades lacrymogènes, oui, il y a eu des spectateurs qui ont été maltraités, d'autres dépouillés, mais à la fin des fins, c'est pas pour dire qu'il s'est rien passé, mais c'est pas non plus une catastrophe. Mais on s'en tient avec une polémique politique fâcheuse à quelques jours d'une élection législative. Mais je suis d'accord avec Denis Oliven, il y a eu malheureusement dans l'histoire du football des mouvements de foule qui n'ont pas su être tenus et qui se sont terminés par des dizaines de morts. On a tous en mémoire le Ezel, la Corse, dans lequel il y a eu des incidents gravissimes qui ont causé des blessés et des morts. Ce que vous dites, pardon de vous interrompre, Anne-Charlène, fait réagir le sénateur Jérôme Durin. On vous donne la parole, allez-y. Oui, moi je ne crois pas au complot. Je pense qu'ils se sont loupés et qu'il y a un vrai manque de professionnalisme, d'organisation. Et je suis d'accord avec votre intervenant, Denis Oliven, c'est pas si grave que ça, effectivement. Enfin, c'est pas si grave que ça, parce qu'on avait des supporters anglais qui, même si certains étaient éméchés, on nous a dit tout à l'heure, étaient quand même plutôt gentils, plutôt sympas, ont pris des gaz. Mais dans un contexte pré-olympique, avec des gens mal intentionnés qui se diraient, tenez, les Français, ils sont tellement amateurs qu'on va aller jouer les terroristes parmi les foules bienveillantes, je pense que c'est dangereux quand même. Enfin, on ne peut pas se satisfaire dans notre État républicain d'un tel niveau d'amateurisme. Ça s'est bien passé, heureusement, mais on a de la chance. Merci Jérôme Durin. Je vous libère en quelque sorte. On va passer à notre thème plus général autour de ces élections législatives et le président de la République qui a choisi le thème de la sécurité pour son déplacement aujourd'hui dans le Tarn, à Gaillac. Mobilisation des électeurs de la majorité présidentielle. Laetitia, vous trouvez que
c'est un peu tard, voire carrément tard. Bah oui, je dis surtout que c'est très risqué, Thomas, en termes de timing. On a bien compris que c'est la même stratégie que pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire que le président et l'Élysée ont jugé qu'il fallait entrer le plus tard possible en campagne. Pourquoi ? Pour donner le moins de prise possible à l'opposition. Et puis aussi, ils ont la certitude que le vote va se cristalliser dans les toutes dernières heures de la campagne. On est à 3 jours du premier tour. Et donc, ils ont choisi un mot d'ordre très clair qu'on a entendu aujourd'hui dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui a fustigé le camp du désordre, et il appelle évidemment à le rejoindre et à créer une majorité en diabolisant, en évitant les extrêmes. On l'écoute. C'est pourquoi en m'adressant aujourd'hui devant vous, en parlant d'abord de sécurité, en rendant hommage à l'engagement de nos élus, je veux alerter aussi les Françaises et les Français sur l'importance du choix qu'ils ont devant eux dès le 12 juin prochain. Si l'élection du président de la République est cruciale, l'élection des députés est décisive. Ça, c'est très important, ce choix, ces mots crucial, décisif. Pourquoi ? Parce que la Macronie a décidé de dramatiser absolument l'enjeu, le scrutin. On va, par exemple, jusqu'à dire, comme François Bayrou, que ce scrutin est l'un des plus cruciaux, qu'on ait connu depuis la guerre. Sauf que stratégiquement, on a vu la NUP profiter de ce retard à l'allumage pour s'imposer dans le débat. Et c'est pour ça que je vous dis que tout est une question de pari. Est-ce que oui ou non, le vote se cristallise vraiment dans les 3 derniers jours ? C'est en tout cas, encore une fois, la position d'Emmanuel Macron. Vous l'avez vu, aujourd'hui, il fait quoi ? Il s'affiche avec des policiers pour répondre finalement à Jean-Luc Mélenchon et cette phrase qui a fait l'actualité de la police tue. Donc, bien sûr, on a bien compris qu'il incarnait le camp de la raison. Reste que la NUP a eu 3 semaines, voire 1 mois pour monopoliser, elle l'a fait, les espaces médiatiques. Alors, bien sûr que c'est un peu l'équilibriste, mais quand même, elle a réussi, en tout cas dans le débat public, à s'imposer comme la première force d'opposition. Alors, est-ce que finalement le vote s'est décidé en amont pendant ce mois-là qui vient de s'écouler, ou est-ce que ce sera dans les 3 derniers jours ? On n'en sait rien. Reste qu'il y a le Stade de France, on l'a dit, l'affaire Abad, et puis là, tout dernièrement, Elisabeth Borne, mise en difficulté avec une personne handicapée sur France Bleu au téléphone. Toutes ces affaires plombent quand même la majorité présidentielle. Anne-Charlène Bézina, quand François Bayrou dramatise l'enjeu des législatives, je reprends la citation, les plus cruciales, l'une des plus cruciales qu'on ait connues depuis la guerre. Il exagère ? Il est dans la politique. On est tous en train de commenter depuis des semaines des exagérations de toutes parts, donc c'est pas très nouveau. Mais en réalité, l'élection législative, elle est quand même, on le dit, cardinale et très méconnue et très peu aimée des Français. Donc je crois que c'est important quand même aussi de redire l'enjeu de ce scrutin. C'est vrai que c'est tard, 3 jours avant, de rappeler qu'un président a besoin de sa majorité, mais un président a besoin de sa majorité pour gouverner. Donc si on veut vraiment donner du sens à la présidentielle, les élections législatives sont cardinales. Est-ce que c'est vraiment l'élection la plus importante depuis l'après-guerre ? Il y a quand même quelque chose qui doit se décider au niveau de la manière dont on va parler à cette fracture française dont on a parlé, j'ai envie de dire, au soir même du second tour, où on a directement des candidats qui haranguent le gagnant, qui ne le félicitent pas. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez violent dans le discours politique, et il faut arriver à reconstituer un petit peu l'unité de la France, reparler de l'unité nationale, et ça, c'est vrai que c'est un enjeu qu'on n'a pas eu depuis 58 quand même, où des forces fractionnées comme ça ne se sont pas fait face depuis longtemps, surtout qu'en plus on aura une législative des coalitions, puisqu'on aura une NUPES face à un ensemble. Seule la droite fait un peu figure de dissident avec des groupes particuliers, mais il y a un enjeu assez novateur en effet de ces législatives, d'autant qu'en plus on n'a pas vraiment de programme, donc on est juste dans l'affrontement de forces politiques, dans l'affrontement de différents blocs de France qui n'arrivent pas à se réconcilier, sans qu'on sache vraiment sur quoi on va parler dans les prochains mois. Donc il y a en effet quand même un enjeu très fort sur lequel on peut se demander si la manière de gouverner du président, qui consiste à attendre la dernière minute pour parler, est vraiment la bonne. On va voir dimanche. Avec une question qui sera en tête dimanche soir, un enjeu qui n'est pas seulement symbolique pour le vote dimanche. Selon Jordan Bardella, c'est encore possible de voir le Rassemblement national arriver en première position. Écoutez. Je pense que nous pouvons arriver en tête. Et je dis à nos électeurs, ne laissez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous défendre pendant 5 ans. Ne pas voter dimanche à ces élections législatives, c'est valider le programme d'Emmanuel Macron. On est à 3 points de la place de tête, 3-4 points de la place de tête aujourd'hui. Donc si nos électeurs se déplacent dimanche, nous arriverons en tête. Évidemment que s'ils ne vont pas voter, ça fera plaisir à une seule personne, Emmanuel Macron.
Albert Zinou, c'est intéressant parce que c'est vraiment pas du tout ce que disait Marine Le Pen dans les premiers jours de la campagne, son entrée en campagne. Alors elle avait intégré la défaite. Alors c'est vrai, on va le voir après avec les projections, que le RN va avoir du mal à dépasser les 50 députés, mais elle aurait pu jouer cette place de première. Tout de suite, elle a incarné la défaite de son parti. Elle est partie du principe que les Français donnerait une majorité au président nouvellement élu, et donc ça ne sert à rien de se battre. Elle voulait laisser Jean-Luc Mélenchon se vautrer dans son désir de gagner, en disant qu'il serait mis devant le fait accompli du mensonge et qu'il ne gagnera jamais. Elle a un espoir très faible, c'est de faire à minima un groupe parlementaire, donc 15 députés, et au maximum autour de 60 députés pour être... C'est ça, en fonction des projections, on est entre 30 et 50, parfois pour avoir le droit de saisine. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a deux positions au sein du RN qui sont un peu contradictoires. Mais je reviens sur Emmanuel Macron. On voit qu'il a fait son outing giscardien. Il parle du bon choix, ce qu'avait dit Giscard en 1978, quand il était menacé de perdre les élections législatives face à la gauche. Donc, on voit bien que Emmanuel Macron a joué au feu. Il risque peut-être, on ne sait pas, de se faire prendre à son propre jeu. Il a, dès le soir du premier tour, il a fait des clins d'œil, même plus que des clins d'œil, envers l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat de gauche. Il a nommé une première ministre issue de la gauche. Il a eu des thèmes autour de thèmes sociaux. Enfin, il a fait plus que des clins d'œil. Et là, on voit qu'il revient un peu sur sa droite avec la sécurité du quotidien. Enfin, on voit bien qu'il attaque Mélenchon. Là, aujourd'hui, c'est la mobilisation tous contre Mélenchon. Enfin, il sonne le rappel des troupes. Et les déplacements des ministres se sont multipliés. Lui-même, on a fait 2 de suite. Enfin, on voit bien qu'il y a une volonté. Il y a une crainte un peu surjouée, à mon avis, de la part de l'exécutif et d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il aura une majorité absolue. Donc, mais il y a de jouer ça. Il avait fait ce qui avait été gagnant à la présidentielle contre Marine Le Pen, il le fait aujourd'hui contre Jean-Luc Mélenchon. On va parler de la participation et de l'abstention, donc enjeu majeur évidemment de ce scrutin. Je vous propose cette étude Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro, votre journal. Alors je ne sais plus si c'est paru aujourd'hui ou si c'est à paraître demain. C'est à paraître demain, mais voilà. C'est en ligne. C'est en ligne d'ores et déjà. Seuls 29% des électeurs s'intéressent beaucoup aux élections législatives et la participation, elle pourrait stagner à 46%. 46%, c'est 3 points de moins que le précédent record de 2017. Steve Jourdain, vous pouvez nous rejoindre. Bonsoir Steve, c'est évidemment un enjeu majeur de ce scrutin, je le disais. Il faut rappeler la mécanique particulière des élections législatives. Oui, pas facile de se qualifier pour le second tour aux élections législatives, oui, car pour se qualifier, les candidats doivent recueillir les suffrages d'au moins 12,5% des électeurs inscrits. Petit exemple pratique, en 2017, l'abstention au premier tour avait atteint, vous l'avez dit Thomas, 51,30%. Très concrètement, ça signifiait que pour passer au second tour, les candidats devaient obtenir des scores élevés, autour de 25% des voix. Résultat, on s'est retrouvé avec peu de finalistes au second tour. Il y a eu des duels dans la quasi-totalité des circonscriptions et il n'y a eu qu'une seule triangulaire, c'est-à-dire 3 candidats qualifiés au second tour. Elle a eu lieu dans l'Aube où la République En Marche était opposée au FN, l'ex-RN, et aux candidats Les Républicains. En résumé, plus l'abstention est forte au premier tour et plus le seuil de maintien de qualification au second tour est élevé. Et plus c'est difficile pour les petites formations d'envoyer des députés à l'Assemblée. Oui, c'est un scrutin qui oblige en quelque sorte à passer des alliances dès le premier tour pour augmenter ses chances de qualification au second, pour tenter d'obtenir ces fameux 25% de suffrage. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon a enclenché la dynamique de la NUP pour éviter un éparpillement des voix à gauche, cet éparpillement qui aurait sans doute conduit à l'élimination des candidats de gauche dans de nombreuses circonscriptions. Thomas. Un exemple concret. Législative 2017 et justement
le Front National. Il y a 5 ans, le parti avait obtenu 13,2% des voix au premier tour à l'échelle nationale. Au final, il s'était retrouvé avec seulement 8 députés sur 577, pas même de quoi créer un groupe parlementaire, il en faut 15. Par comparaison, La République En Marche avait remporté 55% des sièges, alors même que le parti n'avait obtenu que 28% des voix au premier tour. En résumé, c'est un scrutin qui favorise la stabilité politique, le pouvoir en place, la grande inconnue qui peut changer beaucoup de choses ce dimanche, la mobilisation, l'abstention, la participation. Merci Steve pour toutes ces précisions. Denis Oliven, au-delà de la mécanique électorale, c'est toujours important de faire de la pédagogie, on essaye de s'y livrer régulièrement dans cette émission. Il y a ce désintérêt des Français qui n'est pas nouveau, mais qui s'accentue scrutin après scrutin. C'est une mauvaise nouvelle pour notre démocratie. Est-ce que ce Conseil national de la refondation qui a été annoncé par Emmanuel Macron, je vous vois lever les yeux au ciel, est-ce que ça peut être un outil pour retisser ce lien entre les Français et leurs élus ? Non. Vous n'y croyez pas ? D'abord, je voudrais dire, je reviens un instant sur le débat d'avant, mais je vais répondre à votre question. Je crois, comme j'avais dit ici, que... je crois 3 semaines avant les premiers tours présidentiels que Emmanuel Macron serait élu. J'avais même dit qu'il se baladait, qu'il serait élu tranquillement, et je pense qu'il aurait une majorité présidentielle sans aucun problème lors de ces élections. Il dramatise en effet son mano à la mano avec Mélenchon, comme il avait dramatisé avec Marine Le Pen pour les élections présidentielles, donc pour l'élection présidentielle. Donc je crois que c'est... Et en fait, c'est assez habile de sa part. Je crois que quand il revient sur la sécurité, c'est pas tellement parce qu'il réenfauche les thèmes de la droite. C'est parce que l'alliance à gauche, conduite par son pôle radical, rompt avec une tradition de la gauche. La gauche s'était convertie au réalisme économique d'une part et à l'ordre républicain d'autre part. La gauche n'était pas le parti du désordre. De Salengro, le ministre de Léon Blum en 1936. Social-démocrate, jusqu'à Chevènement, en passant par Pierre Joxe et Gaston Defferre, la gauche a donné des ministres de l'Intérieur à poigne. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon rompt avec cette tradition. Il rompt d'ailleurs aussi avec le réalisme économique. Et donc il y a tout un pan de l'électorat de centre-gauche qui ne peut pas se retrouver dans ses propositions. Oui, donc Emmanuel Macron, il parle à la droite et au centre-gauche. Évidemment, il parle aux électeurs sociaux-démocrates, à qui il dit « vous ne pouvez pas vous retrouver dans le programme radical de Jean-Luc Mélenchon ». C'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, par exemple, quand le Parti travailliste s'est donné à son aile la plus à gauche, à Corbyn. Il a quitté le pouvoir définitivement. Il a plus été majoritaire depuis maintenant 13 ans. Et donc, c'est cette partie-là que joue, me semble-t-il, Emmanuel Macron. Donc, l'ordre républicain, la défense des forces de police, dans le respect des libertés, bien sûr, n'est pas du tout nécessairement un terme de droite. Ça peut être un terme de centre-gauche. Bon. Je vais faire cette parenthèse, je reviens à votre question. Et le Conseil national de la refondation. Mais il a en tête aussi le second tour des législatives. On vient de l'expliquer. Oui. On peut avoir une victoire de la NUP au premier tour et une majorité absolue pour la majorité. Oui, mais je ne crois même pas à la victoire de la NUP au premier tour. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, le Conseil national, au-delà du fait que je trouve un peu gênant de faire une allusion au CNR, enfin, ou bien on a vécu 5 ans d'occupation au cours du dernier quinquennat. Je ne crois pas que ce soit ça qu'Emmanuel Macron voulait nous dire. Donc, comparer le Conseil national de la refondation et le Conseil national de la résistance, ça me paraît un peu gênant presque. C'est une confusion historique qui me paraît un peu gênante. Mais enfin bon, passons là-dessus. C'est pas une confusion. Ou un parallèle, enfin un clin d'œil au CNR, ça me paraît presque gênant, je trouve. À part ça, je ne suis pas complètement sûr. Vous savez, il y avait un philosophe, enfin un écrivain plutôt, un philosophe politique du 19e siècle, Benjamin Constant, qui avait dit la démocratie chez les anciens, chez les Grecs, chez les Romains, c'était le droit des citoyens de s'intéresser à la chose publique. Et la démocratie chez les modernes, chez nous, c'est le droit de s'en désintéresser. Une démocratie apaisée, c'est une démocratie dans laquelle les citoyens pensent que de toute façon, les enjeux ne sont pas tels que ça mérite de se mobiliser. Et de fait, c'est un peu ce que l'histoire... C'est bon signe. C'est ce que l'histoire récente leur a montré, parce qu'au fond, les alternances entre la gauche et la droite n'ont pas été tellement significatives. Et aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle il y a un bloc central et une gauche qui s'est radicalisée avec Jean-Luc Mélenchon, et une droite qui s'est radicalisée avec Marine Le Pen. Le PS a disparu et les Républicains aussi. Donc finalement, la probabilité que ce bloc central soit défait
quoi qu'on nous dise pour dramatiser l'élection, est faible. Allez. Voilà pourquoi les électeurs sont faiblement mobilisés. Un mot de conclusion sur ce thème, Anne-Charlène Bézina. Sur le Conseil national de la refondation, moi, je suis aussi très réservée, voire même très désabusée par avance, parce que les grenelles de l'environnement, les grenelles des ondes, les grenelles de la mer, tous ces systèmes que nous avons essayés, qui consistent à considérer que la fabrication de la loi doit impliquer le citoyen, sont bourrés de belles idéologies, mais n'ont jamais donné un seul résultat pratique, il faut le dire, parce qu'au fond, la décision mérite ensuite de repasser par des cabinets ministériels où elle est recentralisée et où rien dans la confection ne ressemble à ce qui est voté. Donc, un Conseil national de la refondation bourré de bonnes idées avec les forces vives de la nation. On a déjà un Conseil économique et social, d'accord, qui représente les forces vives de la nation, c'est dans la Constitution. On a un Parlement qui est censé représenter la diversité du peuple, mais on crée, encore de la démocratie participative, pourquoi pas, mais quel sera le résultat? On n'a aucun engagement là-dessus. On sait simplement qu'on fera participer ce Conseil. Donc si c'est à nouveau pour donner le sentiment qu'on va donner une coloration, une gageure un petit peu démocratique à la participation sans s'engager sur le résultat, ça peut bien au contraire cristalliser beaucoup de déceptions. Et avec le risque de la déception comme pour la Convention des citoyens pour le climat. C'est dommage que Emmanuel Macron n'ait pas été élu en 2017. Il aurait fait plein de choses. Ça fait 5 ans quand même qu'il est au pouvoir. Donc ce Conseil national de la refondation, bon, je ne reviens pas, je trouve ça totalement ridicule, mais c'est une superposition encore de comités théodules, de conventions citoyennes, dont on sait qu'elles n'aboutiront à rien. Vous êtes tous sceptiques. Un tout dernier mot. Oui, non, il y a un Big Bang qu'on pourrait faire, qui est le Big Bang de la fin du jacobinisme et d'une décentralisation très très profonde. Ça serait une rupture avec notre modèle. Et ça peut-être redonnerait du souffle à une partie de notre démocratie. Mais pour l'instant, on ne le fait pas, ça. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Et de New Event, je rappelle le titre de votre livre, Un étrange renoncement, livre publié aux éditions Albin Michel.